Mais pourquoi m'entraîner vers ces scènes passées, comme disait l'autre? Je veux rêver et non pleurer, ajoutait-il comme si l'on avait le choix. Il me suffira de dire que notre histoire dura un peu plus de 5 ans. 5 ans de bonheur, c'est déjà considérable. Je ne méritais certainement pas tant. Et qu'elle prit fin d'une manière effroyablement stupide. Des choses comme ça ne devraient pas avoir lieu. Elles ont lieu pourtant, elles ont lieu tous les jours. Dieu est un scénariste médiocre. C'est la conviction que presque 50 ans d'années d'existence m'ont amené à former. Et plus généralement, Dieu est un médiocre. Tout dans sa création porte la marque de l'approximation et du ratage, quand ce n'est pas celle de la méchanceté pure et simple. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a forcément des exceptions. La possibilité du bonheur devait subsister, ne fût-ce qu'à titre d'appât. Enfin, je m'égare. Revenons à mon sujet qui est moi. Ce n'est pas qu'il soit spécialement intéressant, mais c'est mon sujet. Au cours de ces années, je connus certaines satisfactions professionnelles. J'eus même à de brefs moments, en particulier au cours de mes déplacements à Bruxelles, l'illusion d'être un homme important. Important, je l'étais sans doute davantage que quand je me livrais à de guignolesques opérations promotionnelles autour du Livaro. Je jouais un certain rôle dans l'élaboration de la position française sur le budget agricole européen. Mais ce budget, je devais assez vite m'en rendre compte, avait beau être le premier budget européen et la France le premier pays bénéficiaire. Le nombre d'agriculteurs était simplement trop élevé pour inverser la tendance au déclin. Je conclus peu à peu que les agriculteurs français étaient simplement condamnés. Aussi me détachai-je de cet emploi, comme des autres. Je compris que le monde ne faisait pas partie des choses que je pouvais changer. D'autres étaient plus ambitieux, plus motivés, plus intelligents sans doute. C'est au cours d'un de mes déplacements à Bruxelles que me vint la funeste idée de coucher avec Tam. L'idée serait d'ailleurs venue à peu près à n'importe qui, je pense. Elle était ravissante, cette petite blague. Surtout son petit cul. Enfin, elle avait un joli petit cul de blague, c'est tout dire. Ma méthode de séduction s'en inspira d'ailleurs directement. C'était un jeudi soir, et on buvait des bières au Grand Central, un groupe d'eurocrates relativement jeunes. Peut-être là, fis-je rire à un moment donné, j'étais capable de faire ce genre de choses à l'époque. Quoi qu'il en soit, au moment où on sortait pour aller continuer la soirée dans une boîte de la place du Luxembourg, je lui ai mis la main au cul. En principe, ces méthodes simplistes fonctionnent mal, mais cette fois, ça a marché. Tam appartenait à la délégation anglaise. L'Angleterre à l'époque faisait encore partie de l'Europe, ou du moins faisait semblant. Mais elle était d'origine jamaïcaine, je pense, ou peut-être de la Barbade, enfin d'une de ces îles qui semblent pouvoir produire en quantité illimitée de la ganja, du rhum et des jolis blacks à petits culs. Toutes choses qui aident à vivre, mais ne transforment pas la vie en destin. J'ajoute qu'elle suçait comme une reine, ainsi qu'on le dit bizarrement au moins dans certains milieux, et certainement bien mieux que la reine d'Angleterre. Enfin, je ne nie pas, j'ai passé une nuit agréable, très agréable même. Mais était-il opportun de recommencer? Parce que je recommençais, à l'occasion d'un de ses séjours à Paris, elle venait de temps en temps à Paris. Pourquoi, je l'ignore absolument. Certainement pas pour faire du shopping, ce sont les Parisiennes qui viennent faire du shopping à Londres, en aucun cas l'inverse. Enfin, les touristes doivent avoir leur raison. En bref, je la rejoignis à son hôtel dans le quartier Saint-Germain, et alors que je sortais en sa compagnie rue de Buchy, la tenant par la main, avec probablement cette expression un peu niaise de l'homme qui vient de jouir, je me retrouvai nez à nez avec Camille. Que faisait-elle dans ce quartier, je l'ignore également. J'ai dit que c'était une histoire stupide. Dans le regard qu'elle me jeta, il n'y avait rien d'autre que la peur. C'était un regard de terreur pure. Puis elle se retourna et prit la fuite. Littéralement, elle prit la fuite. Il me fallut quelques minutes pour me dépêtrer de la fille, mais je suis à peu près sûr d'être arrivé à l'appartement 5 minutes après elle. Pas davantage. Elle n'eut aucun reproche, aucune manifestation de colère. Ce fut plus atroce. Elle se mit à pleurer. Pendant des heures, elle pleura doucement. Les larmes inondaient son visage sans qu'elle songe à les essuyer. C'était le pire moment de ma vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mon cerveau travaillait lentement, brumeusement, à chercher une formule du style. On ne va pas tout casser pour une histoire de cul. Ou je n'éprouve rien pour cette fille, j'avais bu. Vrai pour la première fois, à l'évidence, faux pour la seconde. Mais rien ne me paraissait adéquat, approprié.
Le lendemain, elle continua à pleurer en rassemblant ses affaires pendant que je me creusais la tête pour trouver une formule adéquate. À vrai dire, j'ai passé les 2 ou 3 années qui suivirent à chercher une formule adéquate. Probablement même est-ce que je n'ai jamais cessé de chercher. Ma vie ensuite se déroula sans événement notable, à part Yuzu. J'en ai parlé, et voilà que je me retrouvais seul, plus seul que je ne l'avais jamais été. Enfin, j'avais le houmous, adapté au plaisir solitaire. Mais la période des fêtes, c'est plus délicat. Il aurait fallu un plateau de fruits de mer. Or, ce sont là des choses qui se partagent. Un plateau de fruits de mer en solitaire, c'est une expérience ultime. Même Françoise Sagan n'aurait pas pu décrire cela. C'est vraiment trop gore. Demeurait la Thaïlande, mais je sentais que je n'y arriverais pas. Plusieurs collègues m'en avaient parlé. C'étaient des filles adorables, mais elles avaient quand même une certaine fierté professionnelle. Et un client qui ne bandait pas, elle n'aimait pas trop ça. Elle se sentait remise en cause. Enfin, je ne voulais pas créer d'incident. En décembre 2001, immédiatement après ma rencontre avec Camille, je m'étais retrouvé, pour la première fois de ma vie, confronté à ce drame récurrent, inévitable, de la période des fêtes. Mes parents étaient morts en juin. Quoi fêter? Camille était restée proche de ses parents. Elles allaient souvent déjeuner chez eux le dimanche midi. Ils habitaient à Bagnoles-de-l'Or, à une 50aine de kilomètres. Je sentais depuis le début que mon silence à ce sujet intriguait Camille. Mais elle s'abstenait de m'en parler. Elle attendait que j'aborde moi-même le sujet. Je le fis finalement, une semaine avant Noël. Je lui racontai l'histoire de leur suicide. Cela lui fit un choc. Je m'en rendis compte tout de suite. Un choc profond. Il y a des choses auxquelles on n'a pas tellement eu l'occasion de penser à l'âge de 19 ans. Des choses en réalité auxquelles on ne pense pas avant que la vie ne vous y oblige. C'est alors qu'elle me proposa de passer les fêtes de fin d'année avec elle. C'est toujours un moment délicat, inconfortable, la présentation aux parents. Mais dans le regard qu'elle me jeta, je lus tout de suite une évidence. En aucun cas, ses parents ne remettraient en cause son choix. Cela ne leur traverserait même pas l'esprit. Elle m'avait choisi. Je faisais partie de la famille. C'était aussi simple que ça. Ce qui avait amené les Da Silva à s'installer à Bagnoles-de-l'Orne devait jusqu'au bout me rester obscur, tout autant que ce qui avait permis à Joachim Da Silva, quand même un simple ouvrier en bâtiment au départ, d'acquérir la gérance du principal et même de l'unique tabac-presse de Bagnoles-de-l'Orne, qui jouissait d'une situation remarquable au bord du lac. Le récit de vie d'humains appartenant aux générations immédiatement antérieures offre souvent ce genre de configuration où l'on peut observer le fonctionnement d'un dispositif devenu presque mythique jadis, connu sous le nom d'ascenseur social. Toujours est-il que Joaquim da Silva avait vécu là, en compagnie de son épouse également portugaise, sans jamais regarder en arrière. Il n'avait jamais nourri de rêve de retour vers son Portugal natal, et il avait donné naissance à 2 enfants, Camille, puis, beaucoup plus tard, Kevin. Français moi-même autant qu'on peut l'être, je n'avais rien à dire sur ces sujets. La conversation cependant fut facile et agréable. Ma profession intéressait Joaquim da Silva, lui-même d'origine agricole comme tout le monde. Ses propres parents avaient tenté de cultiver je ne sais plus quoi dans l'Alentejo. Il n'était pas insensible à la détresse de plus en plus criante des agriculteurs de sa région, même il n'était pas loin parfois, lui, le gérant d'un tabac-presse, de se considérer comme un privilégié. De fait, quoique travaillant beaucoup, il travaillait quand même moins que la moyenne des agriculteurs. De fait, quoique gagnant peu, il gagnait davantage. Les conversations sur l'économie sont un peu semblables aux conversations sur les cyclones ou les tremblements de terre. On finit assez vite par ne plus comprendre de quoi on parle. On a l'impression d'évoquer une divinité obscure et on se resserre de champagne. Enfin du champagne surtout en période de fête. J'ai remarquablement mangé pendant ce séjour chez les parents de Camille et plus généralement, j'ai été très bien reçu. Ils ont été adorables, mais je pense que mes parents s'en seraient bien tirés aussi. Dans un genre un peu plus bourgeois, mais au fond pas tellement. Ils savaient mettre les gens à l'aise. J'avais eu maintes fois l'occasion de les voir à l'œuvre. La veille de notre départ, je rêvais que Camille était reçue chez mes parents à Senlis, et je faillis lui en parler au réveil, juste avant de me souvenir qu'ils étaient morts. J'ai toujours eu du mal avec la mort.
C'est chez moi un trait caractéristique. Je voudrais quand même essayer, ne serait-ce que pour un lecteur inhabituellement attentif, d'éclaircir un tant soit peu ces sujets. Pourquoi avais-je envie de revoir Camille? Pourquoi avais-je éprouvé le besoin de revoir Claire? Et même la troisième, l'anorexique aux graines de lin dont le prénom m'échappe à l'instant, mais le lecteur, s'il est aussi attentif que je l'imagine, complétera. Pourquoi avais-je souhaité la revoir? La plupart des mourants, c'est-à-dire à part ceux qui se font euthanasier vite fait, bien fait dans un parking ou une salle dédiée, organisent une sorte de cérémonial autour de leur trépas. Ils souhaitent revoir, une dernière fois, les personnes qui ont joué un rôle dans leur vie, et ils souhaitent leur parler, une dernière fois, pour un temps variable. Ceci est très important pour eux, je l'ai observé à 2 reprises. Ils s'inquiètent quand on n'a pas eu la personne au téléphone. Ils veulent organiser le rendez-vous dès que possible. Et bien entendu, cela se comprend. Ils n'ont plus que quelques jours à leur disposition, dont le nombre ne leur a pas été communiqué. Mais de toute façon, pas beaucoup. Quelques-uns. Les unités de soins palliatifs, du moins celles que j'ai eu l'occasion de voir fonctionner, et il y en a pas mal, forcément, à mon âge, traitent ces demandes avec compétence et humanité. Ce sont des gens admirables. Ils appartiennent au contingent faible et courageux de ces petites personnes admirables qui permettent le fonctionnement de la société dans une période globalement inhumaine et merdique. De même, probablement essayai-je, sur une échelle plus limitée mais qui pouvait servir d'entraînement, d'organiser un mini-cérémonial d'adieu autour de ma libido, ou pour parler plus concrètement, autour de ma bite, à l'heure où elle me signalait qu'elle s'apprêtait à terminer son service. Je souhaitais revoir toutes les femmes qu'il avait honorées, qu'il avait aimées à leur manière. Les 2 cérémoniales dans mon cas, le petit et le grand, seraient d'ailleurs presque identiques. Les amitiés masculines avaient peu compté dans ma vie. Au fond, il n'y avait eu qu'Emeric. C'est curieux, cette volonté d'établir un bilan, de se persuader au moment ultime qu'on a vécu, ou peut-être que pas du tout. C'est le contraire qui est affreux et étrange. Il est affreux et étrange de penser à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui n'ont rien à raconter, qui n'envisagent d'autres destins futurs que de se dissoudre dans un vague continuum biologique et technique. Parce que ces techniques, les cendres, même lorsqu'elles ne sont destinées qu'à servir d'engrais, il faut évaluer les taux de potassium et d'azote. Tous ceux en somme dont la vie s'est déroulée sans incident extérieur et qui la quittent sans y penser, comme on quitte un séjour de vacances tout juste correct, sans d'ailleurs avoir l'idée d'une destination ultérieure, avec juste cette vague intuition qu'il aurait été préférable de ne pas naître. Enfin, je parle là de la majeure partie des hommes et des femmes. C'est donc avec une nette sensation d'irrémédiable que je réservai une chambre à l'hôtel Spa du Béryl, au bord du lac de Bagnoles-de-l'Orne, pour la nuit du 24 au 25, puis que je me mis en route au matin du 24. C'était un dimanche 24, la plupart des gens devaient être partis le vendredi soir. Au plus tard le samedi, aux premières heures, l'autoroute était déserte, hormis les inévitables poids lourds, laitons et bulgares. Je consacrais l'essentiel de mon parcours à mettre au point une mini-narration à destination de la réceptionniste, du personnel d'étage s'il s'en trouvait. La fête familiale prévue était d'une telle ampleur que cela se passait chez mon oncle, mais toutes les branches de la famille seraient présentes. Je serais amené à revoir des cousins perdus de vue depuis des années, des décennies même. Se trouvait dans l'incapacité d'héberger tout le monde. Je m'étais donc sacrifié pour passer la nuit à l'hôtel. C'était, je trouve, une excellente histoire, et je me mis peu à peu à y croire. Le maintien de sa consistance interdisait évidemment que je fasse appel sur place au room service, et je fis provision de produits régionaux, livaro, cidre, pommeau, andouille, peu avant d'arriver à destination, au relais autoroutier, pays d'Argentan. J'avais commis une erreur, une énorme erreur. Mon passage gare Saint-Lazare avait déjà été pénible, mais j'y avais surtout l'image de Camille remontant les quais en courant pour, à bout de souffle, se précipiter dans mes bras. Et là, c'était pire, c'était bien pire. Tout me revint avec une netteté hallucinée avant même d'arriver à Bagnoles-de-l'Orne. Dès que je traversai la forêt domaniale d'Andenne, où j'avais fait une si longue promenade avec elle, une longue, interminable et en un sens éternelle promenade, par une après-midi de décembre, nous étions entrés essoufflés et les joues rouges, heureux à un point que je ne parviens plus tout à fait à m'imaginer. Nous nous étions arrêtés chez un fabricant chocolatier qui proposait un gâteau effroyablement crémeux qu'il avait dénommé le Paris Bagnole, ainsi que de faux camemberts en chocolat. Cela se poursuivit par la suite.
Rien ne me fut épargné, et je reconnus l'étrange tourelle aux damiers blancs et rouges qui surmontait l'hôtel-restaurant La Potinerie du Lac, spécialité de tartiflette, comme la curieuse maison Belle Époque, ornée de briques de toutes les couleurs, qui le jouxtaient presque. Je me souviens encore du petit pont recourbé qui enjambait l'extrémité du lac et de la pression de la main de Camille se posant sur mon avant-bras pour me faire observer le mouvement des cygnes glissant sur les eaux. Cela avait eu lieu le 31 décembre, au coucher du soleil. Il serait faux de dire que c'est à Bagnoles de l'Orne que j'ai commencé à aimer Camille. Cela a commencé, comme j'ai dit, à l'extrémité du quai C, en gare de Caen. Mais il n'y a aucun doute que quelque chose s'était approfondi entre nous au cours de ces 2 semaines. Le bonheur conjugal de mes parents, je l'avais toujours au fond de moi, ressenti comme inaccessible. D'abord parce que mes parents étaient des gens étranges, malaisément terrestres, qui ne pouvaient guère servir d'exemple à une vie réelle, mais aussi parce que ce modèle conjugal, je le sentais en quelque sorte détruit. Ma génération y avait mis fin. Enfin, pas ma génération était bien incapable de détruire, encore moins de reconstruire quoi que ce soit. Disons la génération antérieure. Oui, la génération antérieure était certainement en cause. Quoi qu'il en soit, les parents de Camille, le couple ordinaire des parents de Camille, représentait un exemple accessible, un exemple immédiat, puissant et fort. Au point où j'en étais, je parcourus la petite centaine de mètres qui me séparaient du tabac-presse. Un dimanche après-midi, le 24 décembre, il était évidemment fermé, mais je me souvenais que l'appartement de ses parents était juste au-dessus. L'appartement était éclairé, brillamment éclairé, et évidemment j'eus l'impression qu'il était joyeusement éclairé. Je demeurai là un temps difficile à évaluer, sans doute bref en réalité, mais qui me parut s'étirer à l'infini. Une brume déjà épaisse montait du lac. Il commençait probablement à faire froid, mais je ne le ressentais que par moments et de manière en quelque sorte superficielle. La chambre de Camille était allumée elle aussi, puis elle s'éteignit. Ma pensée se dissolvait en de confuses expectatives. Je restais cependant conscient qu'il n'y avait aucune raison que Camille ouvre la fenêtre pour humer la brume du soir. Absolument aucune. Et d'ailleurs, je ne le souhaitais même pas. Je me contentais de prendre pleinement conscience de la nouvelle configuration de ma vie, et aussi, avec une certaine frayeur, que le but de mon voyage n'était peut-être pas uniquement commémoratif, que ce voyage était peut-être, d'une manière que j'allais devoir assez vite élucider, tourner vers un avenir possible. Il me restait quelques années pour y réfléchir, quelques années ou quelques mois. Je ne savais pas exactement. Le spa du Béryl me fit d'emblée une impression exécrable. J'avais fait entre tous les choix possibles, et il ne manquait pas en décembre à Bagnoles de l'Orne, le plus mauvais. Son architecture était déjà la seule, au milieu des ravissantes maisons Belle Époque, à déshonorer les bords autrement harmonieux du lac, et je n'eus pas le courage de débiter mon histoire à la réceptionniste, qui n'avait marqué à ma vue que des signes de surprise et même d'hostilité avouée. Qu'est-ce que je foutais là, on pouvait en effet se le demander. Cela dit, des clients solitaires la nuit de Noël, ça existe. Tout existe dans la vie d'une réceptionniste. Je n'étais qu'un mode particulier d'existence malheureuse, presque soulagé par mon statut de modalité anonyme. Je me contentais, lorsqu'elle me tendit la clé de ma chambre, de hocher la tête. J'avais acheté 2 andouilles entières, et la messe de minuit serait sans doute télévisée. Je n'étais pas le plus à plaindre. Au bout d'un quart d'heure, je n'avais plus rien en réalité à faire à Bagnoles de l'Orne. Revenir à Paris dès le lendemain, ceci dit, me paraissait imprudent. J'avais franchi la haie du 24, mais il restait à sauter celle du 31, autrement plus ardue, selon le docteur Azote. Le passé, on s'y enfonce. On commence à s'y enfoncer et puis il semble qu'on s'y engloutisse, et que plus rien ne puisse tracer de limite à cet engloutissement. J'avais eu quelques nouvelles d'Émeric pendant les années qui avaient suivi ma visite, mais ces nouvelles se résumaient pour l'essentiel à des naissances. D'abord Anne-Marie, puis 3 années plus tard, Ségolène. De la santé de son exploitation agricole, il ne parlait jamais, ce qui me laissait supposer qu'elle était restée mauvaise, voire qu'elle s'était aggravée. Chez les gens d'une certaine éducation, pas de nouvelles équivaut nécessairement à mauvaise nouvelle. Peut-être appartenais-je d'ailleurs moi aussi à cette infortunée catégorie des gens bien éduqués. Mes premiers mails après ma rencontre avec Camille étaient débordants d'enthousiasme, mais de notre rupture, je m'étais abstenu de parler, puis les contacts avaient complètement cessé. Le site des anciens élèves de l'agro était maintenant accessible sur Internet, et dans la vie d'Émeric, rien ne paraissait avoir changé. Il avait toujours la même activité, la même adresse, le même mail, le même téléphone.
Pourtant, je compris tout de suite, dès que j'entendis sa voix, lasse, lente, il avait le plus grand mal à terminer ses phrases, que quelque chose avait changé. Je pouvais passer quand je voulais, ce soir même pourquoi pas. Il pouvait m'héberger sans problème, même si les conditions d'hébergement avaient changé.